à tous, bienvenue dans le journal du district de Nyon. Au menu du jour, les travaux de la route des 4 communes à Rolle qui débuteront le 30 octobre. Les explications de Stéphanie Schmutz quant à la fermeture de l'abri PC de Nyon, mais aussi de la FERA et de la pêche avec les chiffres de la Commission internationale de la pêche dans le Léman. Et enfin, une rencontre avec Pierre-Alain Briowski, le directeur médical du Centre du Sein de Genolier. Après une campagne émotive, l'établissement vaudois d'accueil des migrants a annoncé mardi la fermeture pour fin novembre de l'abri de la protection civile de Nyon, ainsi que de la structure d'accueil. Florian Cavalleri vous fait le point. À Nyon, l'EVAM a décidé de fermer l'abri de protection civile situé à Marans et la structure de jour de la rue des Marchandises. Selon l'établissement vaudois d'accueil des migrants, le nombre de personnes à héberger a continué à diminuer ces derniers mois, d'où la fermeture du dernier abri PC exploité par l'établissement. Ouvert en août 2015, cet abri cessera son activité d'ici fin novembre, mais il devrait rester disponible si un hébergement d'urgence de requérants devait s'avérer nécessaire dans le futur. Conséquence de cette décision, la structure de jour de Nyon, qui accueille en journée les migrants logés à l'abri, fermera également ses portes. La fermeture de l'abri de Nyon marque la fin d'un cycle de 8 ans. Le premier abri de protection civile exploité par l'EVAM avait ouvert en 2009, à Nyon également. L'EVAM tient à signaler que si la tendance est aujourd'hui à la baisse, la pression migratoire reste forte et la courbe peut s'inverser à tout moment. L'EVAM est donc toujours à la recherche d'options d'hébergement comme la construction de nouveaux foyers, en particulier dans des districts comme celui de la Côte qui accueille peu de migrants. Pour rappel, le canton de Vaud reçoit 8% des requérants ayant déposé une demande d'asile en Suisse. Pour suivre cette affaire et répondre à nos questions, Florian Cavalleri est allé à la rencontre de Stéphanie Schmutz, municipale nyonnaise en charge de la cohésion sociale. La nouvelle est tombée hier, mardi, au milieu d'après-midi. Le dernier abri PC du canton occupé par l'EVAM va fermer et le centre de jour nyonnais qui se trouve derrière nous aussi. Quelle est la réaction de la municipalité ? Ma première réaction, c'est plutôt contente pour les requérants qui logeaient dans l'abri de protection civile qu'on ait pu trouver une solution meilleure pour eux. Un peu triste quand même de les voir partir alors que nous avons une association, le lieu-dit, qui est là pour les accompagner, toute une structure, un centre de jour, une structure, une association qui vont se retrouver en brin démunis ces prochains temps. Alors justement, le lien est assez rapidement fait entre les votations qui ont eu lieu sur la construction d'un centre pour l'EVAM et ces abris, cette fermeture. Alors est-ce qu'il y avait vraiment besoin de construire un immeuble ? Alors, je pense que construire un immeuble, oui, du reste, le canton nous l'a rappelé hier encore. C'est pas parce qu'ils fermaient l'abri à Nyon qu'ils allaient nous laisser tranquilles par rapport à l'accueil des migrants. Donc oui, nous avons besoin dans ce centre à Nyon. On a pu lire dans la presse que cet abri avait été finalement gardé artificiellement pour faire pression sur la population nyonnaise quant à cette votation. C'est quoi ? C'est une stratégie de la municipalité, de l'EVAM ? On a du mal à comprendre. Alors l'ouverture, la fermeture des abris concerne uniquement l'EVAM. L'ouverture, c'est une réquisition du canton. La fermeture, on l'a appris hier, comme vous, donc c'est pas en concertation avec la municipalité. Donc cette politique-là est du ressort de l'EVAM. Est-ce que vous trouvez vraiment honnête d'avoir adopté cette stratégie ? Toute la campagne a été faite sur l'accueil des migrants, sur le fait de les accueillir dans des bonnes conditions. Et là, on utilise finalement une vingtaine de migrants pour une image, pour tronquer une image, pour tronquer la réalité, s'il y avait vraiment des places dans d'autres structures. S'il y avait vraiment des places, mais ça, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas au courant. Je ne sais pas s'il y a vraiment des places ailleurs ou pas. Ce que je peux dire néanmoins, c'est que je sais qu'un certain nombre de migrants étaient contents d'être à Nyon, sont tristes de devoir quitter Nyon, justement parce qu'il y a tout cet accompagnement mis en place, notamment par le lieu-dit. Justement, le lieu-dit, qu'est-ce que ça va devenir ? Comment cette association va pouvoir pérenniser ses actions ? Alors, je pense que la question, il faut la leur poser. Un certain nombre de migrants restent cependant à Nyon. Il y a un certain nombre qui sont logés dans des appartements mis à disposition par la ville de Nyon ou par des privés. Donc il y a un certain nombre qui restent, qui sont là.
Et puis je sais aussi aux dernières nouvelles, un certain nombre se déplaçaient pour venir sur Nyon pour bénéficier de l'accueil du lieu-dit. Alors, tout de même, ça va être extrêmement difficile pour la municipalité de revenir devant le législatif avec un nouveau projet, comme vous nous l'aviez promis pour janvier, voire devant la population s'il y a un nouveau référendum sur un nouveau projet. Comment vous allez faire ? Mais pour moi, de toute façon, la difficulté est là, quelle que soit la situation. La difficulté est là, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le canton demande que la ville de Nyon mette à disposition un centre pour accueillir des requérants. Je pense que c'est du devoir, de la responsabilité de la municipalité de le faire. Donc nous allons tout mettre en œuvre pour proposer une solution au canton. Oui, mais quand même, on peut se dire que même au sein de la municipalité, qui est quand même plutôt à droite, ça va être difficile de refaire passer un projet. Il y a eu plusieurs projets qui ont capoté. Là, revenir avec un projet alors qu'on nous dit que ces migrants qui étaient accueillis dans des abris, finalement, c'était pour faire pression sur la population, ça va mal passer. Non mais je crois pas. Je crois que vous savez bien que les vagues de migration ont des pics, des bas. Là, on est plutôt dans un bas. Alors, puis encore, c'est un peu fort de le dire comme ça, parce que je pense que si on était en Italie en ce moment, on ne parlerait pas de bas. Mais la politique suisse veut qu'à l'heure actuelle, on accueille un peu moins de requérants. Mais on sait aussi, l'histoire est là pour nous le montrer, qu'il y aura un pic tout prochainement et qu'on aimerait pouvoir proposer une autre solution que celle d'un abri de protection civile pour accueillir dignement des requérants à Nyon. Et cette solution, elle passerait de nouveau par un droit de superficie ? Ah ça, je ne peux pas vous le dire pour l'instant. Mais vous avez une solution pour bientôt ? On travaille. Merci beaucoup. Après les travaux de la Grande Rue à Rolle, c'est au tour de la route des 4 communes de faire peau neuve. Les travaux débuteront le 30 octobre et devraient durer pour 3 mois. Pour en parler, nous accueillons le municipal rollois en charge des travaux publics et de la mobilité, Cédric Eschner. Bonjour, bienvenue. Bonjour Andrea. À Rolle, donc on parle de ces travaux après de grands travaux, le chantier du siècle, on l'appelait comme ça, le chantier à Grand Rue. Vous craignez pas l'indigestion auprès des habitants ? Non, pas du tout. Parce que cette route des 4 communes, elle est très attendue, la réfection, et elle va durer quand même 8 mois. Donc c'est un peu plus que vous avez évoqué, parce qu'on fait une fermeture totale de ces tronçons pour garantir un chantier rapide et en toute sécurité. Pourquoi est-ce que ces travaux ils étaient indispensables ? Qu'est-ce qu'on va y faire concrètement ? Alors on va profiter de la réfection en sous-sol pour refaire les conduites des services industriels, dont notamment l'eau potable, la séparation de l'eau usée et de l'eau claire, qui n'est pas encore totalement faite, pose une conduite de gaz. Puis en surface, on va surtout réélargir la route avec un gabarit routier passant à 6 mètres, donc 3 mètres par chaussée, une piste cyclable à la montée et à la descente, et surtout un trottoir digne de ce nom pour les piétons qui puissent monter depuis la route des 4 communes jusqu'au secteur Hamel-Déchetterie. Dès le 6 novembre, les routes seront fermées. On les voit d'ailleurs actuellement défiler en images. Conséquence, plusieurs déviations devraient être mises en place. Lesquelles ? Tout à fait. Alors, notamment déjà pour l'automobiliste, c'est clair que le tronçon situé depuis la route des 4 communes vers l'avenue du Jura, où il y a l'entreprise Hamel, jusqu'en bas vers le pont CFF, c'est un accès totalement fermé pour tout automobiliste, piéton, cycliste. Donc l'automobiliste, lui, il est invité s'il vient depuis la route de l'Etra, s'il veut aller au centre-ville, par exemple la Grande Rue, on l'invite à passer par la route de la Vallée, c'est où se trouve l'autoroute, la jonction autoroutière. Et celui qui va sur le Rolle partie ouest, qui descend la route de contournement Rodéo sur la route de Gilly. Une question qui n'est pas anodine, il n'était pas possible de prévoir ces travaux de nuit pour éviter la perturbation du trafic ? Alors, surtout pas. Parce que dans le secteur, nous avons des habitants et on est obligé de respecter leur repos nocturne. Donc, on va surtout faire des travaux diurnes. Ça, c'est vraiment important et primordial. Il y a un point sur lequel vous comptez porter toute votre attention, c'est notamment la communication. Comment est-ce que vous allez vous y prendre pour être le plus transparent possible avec les citoyens ? Alors, tout d'abord, je vous remercie de l'invitation sur ce plateau. J'ai eu aussi une conférence de presse ce matin avec vos confrères de la région. Et on organise lundi prochain au Château de Rolle une séance d'information pour les riverains qui seront vraiment concernés par les déviations mises en place durant le chantier. Et on a prévu un tout ménage de communication qui sera diffusé à tous les Rollois et aussi à large échelle dans le secteur des communes environnantes.
parce que ces travaux vont toucher aussi tout le dispositif scolaire, des transports scolaires. Justement, j'allais y venir. Les enfants, comment est-ce qu'ils iront à l'école du coup? Alors, certains enfants devront marcher un peu plus, ce qui ne sera pas un mal. Je dirais tous les élèves qui habitent l'ouest de Rolle, certains ont déjà l'habitude, ceux qui viennent depuis Dully-Bursinel, ils ont déjà l'habitude de descendre à l'arrêt qui s'appelle Hutin-Maupas, puis après ils longent l'avenue Général Guisan qui est en zone 30, sécurisée, trottoir. Donc on va rajouter tous ceux qui viennent de loin, Vinzel, Bursin, Gilly, Tartenien, et qui, au lieu d'être déposés à la prairie, parce que le bus ne pourra plus descendre la route des 4 communes, seront déposés à l'arrêt Hutin-Maupas. On a dû prendre ces dispositions parce que ces bus scolaires assurés par Dany font après une course pour des transports primaires à Mont-sur-Rolle. Et s'il fallait faire la déviation officielle, ils ne pourraient plus être à l'heure à Mont-sur-Rolle, donc on aurait un problème avec l'établissement scolaire. Face à l'agacement des gens, on sent encore des travaux, on entend ça souvent. Qu'est-ce que vous répondez? Alors certaines personnes, quand on leur change les habitudes, c'est vrai que c'est vraiment pas facile pour elles, mais le résultat après, il est quand même, s'il est vraiment bien fait, on oublie vite la période de travaux. On voit le résultat, par exemple, de la Grande Rue, où on peut maintenant circuler totalement sans encombre, avec moins de voitures parquées, des trottoirs plus larges. Et ce résultat devrait se voir donc d'ici 8 mois. Exactement, début juillet, donc pratiquement à la fin de la période scolaire, on devrait pouvoir circuler à nouveau sur cette grande route des 4 communes, rénovée, avec un trottoir, et tout le monde, je pense, sera très content du résultat. Cédric Esnard, merci pour ces précisions et bonne route à vous. Merci, André. Malgré un exercice comptable 2018 prévu déficitaire de plus d'1,5 million, l'Assemblée du Conseil communal de Communy a accepté l'arrêté d'imposition au taux de 57 points. Autrement dit, une hausse d'impôt n'est pas à prévoir. Les explications de la syndic Odile Decret. Ce soir, le préavis numéro 10 a été accepté à 34 oui, 3 abstentions. J'imagine que vous êtes contente puisque c'est ce que vous espériez du côté de la municipalité. Alors oui, effectivement, en même temps, nous proposions de maintenir le taux d'imposition. On imaginait mal, étant donné la situation financière qui a été annoncée avec un budget déficitaire. Actuellement, on est encore en train de finir de construire ce budget, mais a priori, on aurait un déficit de plus d'1,5 million. Donc on pouvait peut-être s'attendre à avoir un conseiller ou deux inquiet qui nous demande d'augmenter. Je ne l'ai jamais vécu ces dernières années, mais c'était possible. Dans la tête des gens communément, on pense notamment que quand la facture sociale augmente, les impôts augmentent automatiquement. Là, on arrive à y échapper. Comment est-ce qu'on fait justement pour tirer l'un sans l'autre ? Alors la situation de Communy est quand même particulière parce que nous avons une trésorerie très importante puisque nous avons du cash, plus de 9 millions et puis nous n'avons pas de dette. Donc ces deux éléments faisaient que même dans le cadre de cette construction de budget déficitaire, la municipalité, vous l'avez entendu, la commission des finances qui nous a soutenus, ne se voyait pas demander une hausse d'impôts cette année aux habitants de Communy. Ça ne veut pas dire, ça ne préjuge pas de l'année prochaine ou au-delà, mais au jour d'aujourd'hui, politiquement, pour nous, ça n'était pas possible de venir avec cette demande. Est-ce que finalement, reporter le problème à plus tard, c'est une solution convenable ? Alors après, c'est un choix politique et philosophique. On est bien d'accord que là, on recule pour peut-être mieux sauter, même si l'expression, en l'occurrence, elle n'est peut-être pas la mieux adaptée parce que le saut, là, il risque d'être plutôt négatif. Mais on sait aussi que parfois, il peut y avoir une distorsion d'une année à l'autre. On sait qu'il y a un certain nombre de communes qui vivent aussi des situations particulières avec cette nouvelle version de la péréquation, puisqu'on n'a pas le même système pour 2018 que celui qui était effectif jusqu'en 2017. Donc c'est ce que nous mettions dans le préavis. Nous souhaitons avoir un petit peu plus de recul pour voir comment les choses évoluent avec cette nouvelle péréquation. Et avec les données que nous aurons dans une année, justement, nous ferons le point. Le risque, il est là, c'est qu'on doit venir avec une demande de hausse d'impôts. Ce soir, l'Assemblée a montré quelques inquiétudes face à cette facture sociale. Comment est-ce que vous y répondrez ? Je pense que c'était l'expression d'un souci qui est partagé par la municipalité et par nombreux habitants du canton. Vous avez entendu quelqu'un soulever a priori la bonne santé économique du canton. On sait que les comptes cantonaux sont plutôt
en bonne forme, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est vrai que pour nombre de communes, ça commence à devenir difficile. Communy, on est pour le moment encore mal placé pour trop se plaindre. On a d'autres communes, ne serait-ce que dans le district, pas si loin que ça, qui vivent des situations financières beaucoup plus compliquées que nous. Donc pour le moment, on ne peut que constater, faire quelque chose, c'est difficile au niveau que d'une commune sur ce sujet de la facture sociale. Durant le mois d'octobre, la couleur est au rose. Les initiatives se sont comme d'habitude multipliées pour parler du cancer du sein et de son dépistage. Pour en parler, nous recevons le directeur du Centre du sein, Pierre-Alain Brioschi. Merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Vous avez mis sur pied une série d'événements. Ce soir, jeudi 26 octobre, dès 18h, une conférence, mais aussi une pièce de théâtre qui sera jouée à 19h. Pourquoi est-ce qu'il est toujours important de parler du cancer du sein et de son dépistage ? Alors la première chose, c'est que le cancer du sein est la maladie la plus fréquente chez la femme, qui l'atteint non seulement dans sa santé, mais dans son image, dans sa manière d'être au quotidien, et puis dans toute une série de problèmes psychologiques que vous connaissez bien. Raison pour laquelle d'apporter des informations régulièrement quant aux évolutions du cancer du sein, du traitement, et non seulement du traitement, mais des apports et des supports périphériques au traitement qui rendent la qualité de la vie de la femme meilleure. Vous avez parlé d'évolution. Vous, par rapport à votre carrière, comment est-ce que vous voyez cette évolution par rapport au dépistage du cancer du sein ? Alors je dirais que la grande évolution est qu'on ne considère plus le cancer du sein que comme une maladie physique. Mais l'évolution, c'est on s'intéresse au respect de la femme, à l'image que l'on cherche à restituer pour qu'elle se sente le mieux possible et que sa qualité de vie soit améliorée. Les techniques ont beaucoup évolué, les traitements également, mais surtout les supports, c'est-à-dire ce qui entoure le traitement et qui améliore la qualité de la femme. J'ai pu lire un article de La Côte où vous disiez vous trouvez en échec relationnel parfois avec ces femmes, où vous disiez que vous n'arriviez pas à trouver les bons mots. Comment est-ce que vous l'expliquez ? J'explique parce que je suis homme, je suis terrien, et qu'il arrive que l'esprit de la femme, des fois, peut m'échapper, plus complexe que ce que je pourrais imaginer. Et c'est pour ça que dans ces cas-là, il m'arrive régulièrement, je demande l'aide de collègues féminines qui ont des fois une perception différente, et un deuxième regard peut m'aider et peut améliorer la relation entre la patiente et moi. On parle du cancer du sein chez les femmes parce que c'est là qu'il est le plus connu, mais il existe un tout petit pourcentage chez les hommes. On n'en parle pas beaucoup. À votre avis, on n'en parle pas parce qu'on ne connaît pas ou parce que c'est un tabou ? Alors, on le connaît assez bien. Il y a 1% des cas de cancer du sein sont des cancers chez l'homme. Et puis, ils sont traités comme chez la femme. Le tabou existe un tout petit peu parce que souvent, il est associé à d'autres facteurs de risque qui font que l'homme préfère ne pas en parler, comme l'obésité, qui fait qu'il y a des mastodynies et puis des douleurs au niveau des seins, puis il n'aime pas trop en parler. Mais il y en a plusieurs qu'on connaît et qui sont bien traités. C'est un peu un tabou sans être un tabou. Vous-même, je crois que vous avez 3 patients uniquement. Exactement. 3 hommes de la région et qui vont très bien. Du coup, dans ce cas-là, est-ce que ça aide d'être un homme médecin ? Non, parce que 2 ont d'abord consulté des femmes. Donc pas grand changement. Non, pas grand changement. Une question par rapport à l'après, à la reconstitution. Certaines femmes font appel au tatouage 3D, un trompe-l'œil, au fait, qui va recréer l'aréole pour parfaire une reconstruction mammaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, dans la reconstruction mammaire, il y a les reconstructions qui maintiennent l'aréole et le mamelon. Et ce qu'on fait de plus en plus, parce qu'on connaît de plus en plus les situations où ça peut se faire. Et puis la reconstruction 3D, effectivement, c'est une technique qu'on a à disposition qui fonctionne très bien, à laquelle on adhère parfaitement. Actuellement, vous l'avez annoncé, vous quittez votre poste de chirurgien. Vous avez donc prévu votre dernière opération ? Ma dernière opération a été faite. J'avais prévu depuis très longtemps le planning. Je dirais que le microdata existe aussi pour les médecins. Et puis, j'avais décidé un planning dans une fourchette donnée. Tant que l'équipe qui pourrait revenir après moi, me succéder, n'était pas prête. L'équipe est prête, donc je peux leur transmettre le bistouri, si je puis dire. Vous aviez la volonté d'assurer la relève ?
Absolument. Et je pense que c'est un devoir du médecin non seulement d'assurer de la relève, mais de l'assurer avec plaisir. Et le rendez-vous est donc pris ce soir à 18h Exactement. pour voir cette pièce. Vous l'avez vue? Alors, je n'ai pas vu la pièce, mais j'ai lu des parties du livre qui est fantastique. Elle est drôle. C'est en fait l'histoire d'une femme qui, tout à coup, découvre, à l'occasion de câlins paresseux un samedi matin, en fait, c'est son mari qui découvre une boule et toute la cascade des événements surgissent à ce moment-là. Et puis, elle a compris qu'elle va guérir, puisque la plupart des femmes guérissent, mais que chaque petite chose du quotidien devient un vrai bonheur. Et ça lui a permis de voir la vie autrement avec son mari et son chien husky Garus. Et son cancer, elle l'appelait, c'est un squatter qu'elle appelait Marcel. C'est dommage pour les Marcel, mais elle l'appelait Marcel, comme ça elle peut lui parler directement. Le rendez-vous est donc pris. Merci d'avoir été avec nous, Pierre-Alain Brioschi. Merci beaucoup à vous. Résister à l'invasion du numérique ou s'approprier ses avantages, c'est la question que pose le forum. Et maintenant, les organisateurs ont consacré leur 8e édition à la révolution numérique. Florian Cavalleri et Greg Barnil y étaient. Quel est le message que vous êtes venu faire passer ? Alors un message d'optimisme, parce que je pense que cette révolution numérique qui fait peur à bien des égards, en réalité c'est une réelle opportunité pour notre région, je parle de la région au sens large, pour l'ensemble de l'arc lémanique. Je pense donc qu'il y a, comme toujours, face à une révolution, deux façons de voir les choses, soit décider d'en être un acteur et d'essayer de peser sur les choix qui président, ou bien décider d'être un spectateur et à ce moment-là attendre que les choses se passent mais avoir le sentiment qu'on subit. C'est en particulier vrai dans le domaine de l'emploi où on voit qu'avec les questions de taxi, avec les questions de logement, les habitudes numériques bouleversent notre société. Est-ce qu'on essaye d'accompagner le mouvement, de le cadrer un tant soit peu, ou bien est-ce qu'on attend simplement que les choses se passent? Le phénomène de la révolution numérique va se caler beaucoup plus sur de nouveaux espaces. Et un de ces espaces très dynamiques qu'on connaît ici dans notre région, c'est effectivement l'arc lémanique. De ce point de vue-là, le positionnement de Nyon, c'est intéressant que ce débat se passe ici, le positionnement de Genève, qui est une cité internationale qui accueille de nombreuses discussions sur le sens et l'éthique à donner à cette révolution numérique, le positionnement de Lausanne avec l'école polytechnique fédérale, montre qu'on a tous les ingrédients pour bien faire. Pour vous, clairement, Hubert, c'est un plus pour le tissu local, pour l'économie locale? Pour moi, c'est clairement un plus puisque avec une augmentation de la mobilité, on va avoir une augmentation des déplacements et du coup de la consommation induite, puisque quand les gens se déplacent en dehors de chez eux, c'est forcément pour aller consommer en règle générale. On a aussi du coup de la création d'emplois du côté des chauffeurs. Tout ça, ça doit contribuer à dynamiser fortement le tissu économique local. Et puis il ne faut pas oublier que sur une course Uber, 75% va dans la poche du chauffeur qui travaille avec nous, qui est partenaire. Et du coup, c'est directement réinjecté dans l'économie locale et taxé localement. Quand on parle d'ubérisation de la société, pour vous, c'est une fierté, ce terme? J'avoue que j'ai commencé chez Uber il y a bientôt 4 ans et demi. Personne ne connaissait le nom de la société. Rapidement, il y a ce terme qui est apparu. C'est très difficile pour moi de commenter sur le terme ubérisé puisque je pense que tout le monde met un peu tout et n'importe quoi derrière ce terme. A priori, pour moi, ça montre simplement l'utilisation d'innovation dans notre cas Internet, la géolocalisation, les smartphones, qui vont permettre l'arrivée de nouveaux services et du coup vont permettre de nouveaux usages. Pour moi, ça c'est l'ubérisation. Cette numérisation de la société, est-ce que c'est une révolution ou un bouleversement ? Je pense que ce sont ni l'un ni l'autre, c'est une évolution. Je pense qu'aujourd'hui le numérique n'est pas ni derrière nous ni devant nous, on est dedans. On a une transformation progressive d'un certain nombre de métiers, d'un certain nombre de modes de production dans les entreprises. On a une économie du partage qui se généralise, on a une évolution technologique qui intègre de plus en plus une dématérialisation des échanges. Et donc voilà, aujourd'hui, tout ça et tout cela pose des questions je dirais d'abord aux sociétés, aux entreprises, à l'économie, pose des questions en termes humains, individuels et puis à l'État comme régulateur. Cette économie, elle peut générer des sortes de nouveaux indépendants sans protection sociale. Ça va poser des problèmes en termes de cotisation aux assurances sociales. Donc ça pose aussi un problème que lorsque les sociétés qui dégagent des bénéfices
importants, ces sociétés multinationales, eh bien souvent elles ne payent pas d'impôts chez nous. Or elles bénéficient d'un certain nombre d'infrastructures, elles auront besoin de personnel formé, cette formation est à la charge des pouvoirs publics. Donc on voit que l'État, loin d'être désengagé dans ce qui concerne les stratégies numériques, aura un rôle important à jouer. Super, merci. Plus de 1000 tonnes de poissons capturés sur le Léman en 2016, des chiffres en baisse, même si les volumes restent importants. Les explications avec le garde-pêche de Nyon, Sébastien Rojard. 13h30, retour au port de Nyon pour les deux frères de la pêcherie d'Élie. Après avoir ramené 40 kilos ce matin, la pêche est maigre en cette deuxième partie de la journée. Ouais, il y a les jours comme ça, c'est la pêche. Il y a des jours où il y a plus de poissons, des jours où il y en a moins, mais on fait avec quoi. Ça ira mieux demain. Une dizaine de perches pour cette fois-ci, rien d'étonnant selon le garde-pêche de Nyon. Messieurs, bonjour, ça va? Ça va? Ça a été? Alors les chiffres sont en baisse maintenant depuis 2-3 ans. Et maintenant même, où nous trouvons en 2017, on a déjà encore des chiffres qui sont plus bas qu'en 2016, en tout cas pour l'espèce phare qui est la ferra, le corégone. Tu te souviens comment on les contrôle? Du moment qu'il y a une baisse sur un lac comme le Léman, c'est inquiétant. Inquiétant pour une simple bonne raison, c'est qu'on s'aperçoit que la pêche diminue, que les revenus des pêcheurs professionnels peuvent également diminuer. Et ce qu'on a peur réellement, c'est que la baisse continue. Donc nous, notre but, c'est de maintenir les chiffres et de maintenir un niveau de la pêche, que ce soit pour le loisir et professionnel, acceptable pour tous. À la pêcherie d'Élie, on ne s'inquiète pas, il suffit de s'adapter. C'est pas qu'il manque de poissons, c'est qu'il y en a un peu de moins en moins. Là, on va écailler les perches, parce qu'elles ont les écailles. Normalement, on les met dans la machine à écailler, mais vu qu'il n'y a même pas 10 perches, on va les écailler à la main. Selon la Commission internationale de la pêche du Léman, même si les captures restent importantes, avec plus de 1047 tonnes de poissons attrapés, l'année 2016 présente une légère baisse par rapport à l'année précédente. De l'eau à la bouche. Certainement, ce chiffre peut être expliqué par le changement du milieu. Le milieu est en train de se modifier, soit par une modification de la température, soit une modification ou une offre de la nourriture pour les poissons qui change. Également, ces chiffres reflètent vraiment la pêche et non pas les espèces présentes dans le Léman. Donc c'est l'effort de pêche qui peut être aussi un effet de baisse. Admettons que la météo ne s'apprête pas pour pêcher tous les jours, forcément le pêcheur ne pourra pas retirer du poisson, donc forcément n'aura pas la pêche dans son local. Mais alors, qu'est-ce qui se pêche dans le Léman? Pour 2016, la perche reste la grande favorite avec une augmentation de 12% par rapport à l'année 2015, soit 21 tonnes de plus. Quant à la ferra, c'est effectivement, selon la Commission internationale de la pêche du Léman, une baisse pour la 3e année consécutive avec un recul de 12%, soit 99 tonnes de moins. Conséquence, désormais, il y aura plus de vigilance vis-à-vis de l'évolution de ces deux espèces. Vous avez pu constater que je tutoie les pêcheurs ou bien qu'on peut vous voyer un pêcheur, mais par contre, on est toujours à l'écoute de leur pêche, de leur rentrée pour savoir ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui peut être modifié aussi au niveau des législations. Ensuite de ça, mon travail consiste principalement à contrôler ou à modifier les législations. C'est un petit peu le seul moyen qu'on ait de notre côté pour, on va dire, protéger ces espèces. À ces chiffres s'ajoutent les 7770 permis annuels de pêche de loisirs délivrés en 2016 et les 11 000 cartes temporaires. Un résultat qui confirme l'attrait de la pêche de loisirs sur le Léman. Quant à la pêche professionnelle, 139 permis ont été délivrés, soit 9 de moins qu'en 2015. Jetmir fera quant à lui partie définitivement de la famille cette année, après plusieurs mois d'attente. Maintenant, on va attendre demain matin. On verra bien, on va aller dormir un coup et puis... Surprise! La patinoire de Nyon fête cette année son 10e anniversaire. Les habitants de Nyon et environ pourront en profiter jusqu'au 11 mars. L'année dernière, 27 000 personnes sont venues glisser face au lac. L'inauguration officielle a eu lieu mardi 24 octobre. Florian Cavalieri y était. Vous vous y attendiez il y a 10 ans, un tel succès populaire?
C'est évident que non, c'est évident qu'on jamais on n'aurait pensé fêter les 10 ans et c'est un vrai bonheur. Les chiffres sont là, plus de 250 000 personnes sont venues en 10 ans patiner à Nyon. Ouais, c'est un chiffre fou, ça fout le vertige, c'est évident. Alors 250 000, c'est un quart de million, donc on se réjouit d'additionner la suite. Puis la suite, ça sera peut-être additionné sur une vraie patinoire. C'était ça le coup de poker quand vous avez créé cette patinoire, prévoir une vraie patinoire à Nyon. Alors ça, c'est un fantasme, c'est un vieux fantasme, mais à mon âge, les vieux fantasmes, on est obligé de les mettre un petit peu de côté et on profite pleinement de cette patinoire, de celle de Coppet, de celle de Gland. C'est évident qu'il y a une énergie positive pour les jeunes, pour les tout plus jeunes, pour l'apprentissage de patiner, que ce soit du hockey sur glace ou du patinage artistique. Et puis peut-être bientôt une vraie patinoire, vous êtes en train de travailler dessus. Mais on le souhaite, bien évidemment, on le souhaite, c'est un autre projet, c'est notre aventure, mais c'est un vœu pieux, effectivement. Et puis cette année, qu'est-ce qu'on peut souhaiter d'autre à cette patinoire? Comment peut-elle encore se développer? On peut souhaiter des belles rencontres parce que c'est un projet qui est fait de rencontres, de belles rencontres de hockeyeurs, de patineurs, de parents. Et puis on peut espérer qu'il y ait un déclic dans le pouvoir politique qui peut enclencher une réflexion dans un district de plus de 200 000 habitants avec une vraie patinoire dans ce district. En tout cas, pour donner le virus, l'infrastructure est là. On peut avoir des cours pour les jeunes hockeyeurs, pour les jeunes patineuses et patineurs artistiques, faire du high stock, manger une fondue. Il y a tout ici. Oui, il y a des soirées privées, des soirées réservées au public. Il y a de la place vraiment pour tout le monde. Et puis, c'est un lieu de passage extraordinaire. C'est ce bord du lac, on est là. Derrière nous, il y a le lac et c'est top pour venir se promener et voir le public, voir et se faire voir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. À suivre, Nasrat Latif pour le débat sur les auberges communales et le sport consacré à la 8e de finale de la Coupe Suisse. Enfin, ne ratez rien de l'émission culturelle avec des invités spéciaux, Alios et Charles Nouveau. À la semaine prochaine.